Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors oui, j'en suis désolé, je suis très en retard comparé au planning de d'habitude. Le BRK sort quasiment une semaine en retard. Nous avons de la chance, pas de Grand Prix ce week-end, mais ne vous inquiétez pas, le week-end dernier, j'étais plutôt occupé, course de karting, déménagement. Cette semaine, problème de connexion internet, enfin bref, j'essaye de m'y retrouver, vous le voyez, le petit déménagement, le nouveau décor, on va peut-être aménager ça, on va voir ce qu'on va faire. Dans tous les cas, les BRK reprennent, les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis nous allons commencer aujourd'hui la vidéo par un constructeur dont nous n'avons pas l'habitude de parler en premier parce que c'est Aprilia aujourd'hui. Allez, c'est parti pour le BRK du Grand Prix d'Argentine. Et oui, nous allons parler d'Aprilia pour commencer cette vidéo. Et alors, pas mal de choses à dire. Premièrement, remettons-nous dans le contexte pour Aprilia en Argentine. Jorge Martin, le numéro 1, le champion du monde en titre, blessé jusqu'aux États-Unis, donc pas présent pour le Grand Prix d'Argentine. Son remplaçant et le pilote test Aprilia, Lorenzo Savadori, blessé, en mauvaise forme, qui ne pourra pas participer à la course du dimanche. Donc sur les 5 pilotes Aprilia, ça fait déjà 2 d'éliminés. Ensuite, si on parle de Marco Bezzecchi, oui, c'est un bon début de week-end, une bonne qualif, une bonne course sprint. On espérait un petit peu mieux peut-être du côté de l'Italien. Et pendant la course principale, dès le premier virage, on se fait surprendre par le freinage de devant. On vient bloquer la roue avant en réaction au freinage et on va malheureusement shooter Fabio Quartararo. Bezzecchi ne passera même pas le premier virage, n'entamera même pas d'ailleurs le premier virage. Les trois comme ça, Aprilia officiel out avant même le premier virage de la course principale. Et après, on peut se diriger vers Aprilia Trackhouse à Yogura. À Yogura, c'est entre la joie et la grosse déception, mais pour le coup, on va se contenter de choses positives pour le rookie japonais. Un début de week-end compliqué, on passe pas loin de la Q2, la qualif n'est pas facile, on se met P15 sur la grille de départ. La course sprint, voilà, faut remonter, mais les dépassements sont difficiles. Pour remonter jusqu'au point, ça ne sera pas possible. Et par contre, pendant la course principale, on a quelque chose de magique. On a vraiment un Ayogura qui a trouvé le bon réglage, un Ayogura qui se sent de mieux en mieux sur la moto et qui, dès le dimanche, dès la course principale, dès le départ, on voit des progrès et on voit énormément de vitesse. Pendant la grande majeure partie de la course, Ayogura, c'est une bataille pour la P5 avec Dijan Antonio, Brad Binder, Pedro Acosta, Juan Mir, Franco Morbidelli. Enfin bref, c'est des pilotes avec des motos qui sont quasiment égales à la sienne, par exemple la KTM, mais des motos bien meilleures comme la GP25 et la GP24 de chez Ducati. Enfin bref, Ogura se bat pour la P5 pendant la course. Et malheureusement, à la fin de la course, c'est une élimination, une disqualification totale du dimanche pour Ayogura parce que le système de software dans la moto, dans l'ECU de la moto, n'était pas homologué par la FIM. Alors, ce n'est pas le software qui n'est pas homologué, c'est la manière dont a été transféré le software dans la moto qui n'est pas homologué par la FIM. Et ça vient disqualifier Ayogura pour le dimanche, malgré le fait que ça a été prouvé par Aprilia et par Trackhouse. La moto n'avait pas un système non homologué qui lui permettait de gagner des performances significatives sur la course du dimanche. Mais malheureusement, ce n'est pas homologué, donc élimination d'Ayogura. Et si on parle de son coéquipier, si on doit vraiment en parler, c'est une catastrophe. C'est simplement une catastrophe. Un seul point pour Raúl Fernandez ce week-end. Un seul point pour Aprilia du coup pour la course du dimanche. Fernandez, honnêtement, j'ai l'impression qu'il est de retour chez Tech 3 en tant que rookie. Où est la vitesse? Où est la performance? On ne va pas s'étaler plus que ça. Je pense que vous connaissez mon avis sur le sujet Raúl Fernandez. Et nous allons passer chez Yamaha. Allez, du côté de chez Yamaha, le week-end commençait très bien, il y a du positif et en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de négatifs. C'est le pire début de saison en termes de points pour Yamaha depuis 2021. Chaque année, ça s'empire et ça s'empire. Donc voilà, nous allons quand même procéder à une petite analyse de ce qui s'est passé ce week-end. Beaucoup de malchance, beaucoup de mauvaises nouvelles, mais nous allons voir que ce n'est pas totalement perdu pour cette saison 2025. Nous commençons par le vendredi, comme d'habitude, et là, ça commence très bien. Fabio Quartararo, Alex Rins, directement
en Q2, de bons résultats, on sécurise la Q2, les 12 premières places seront pour Yamaha, donc ça c'est un bon point positif pour commencer le week-end. Malheureusement, après, on voit le rythme n'était pas forcément là, les retours des pilotes n'étaient pas ultra positifs quant au rythme sur les longs relais, mais aussi avec les pneus soft directement pour des tours chrono. Et on l'a vu le samedi matin avec la FP2 et pour les qualifications, le rythme chez Yamaha, ce n'était pas totalement ça. Donc une qualif plutôt moyenne pour tous les pilotes Yamaha. La course sprint, c'est pareil, les résultats ne sont pas forcément là. Et par contre, la première grosse mauvaise nouvelle tombe en milieu de la course sprint, Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, pour la 5e fois en 2 ans, Miguel Oliveira est pris dans un incident qu'il n'a absolument pas provoqué et Miguel Oliveira se retrouve projeté dans le bac à gravier avec sa M1 et c'est une nouvelle blessure, rupture des ligaments de l'épaule. Pas de participation en Argentine, pas de participation aux États-Unis. Augusto Fernandez fera son retour pour remplacer Miguel Oliveira pour le prochain Grand Prix. Et voilà, pénalité après pour Fermin Aldeguer, bien sûr, qui fait tomber Miguel Oliveira parce qu'il perd le contrôle de sa moto dans le virage numéro 2. Et voilà, donc je suis dégoûté, je suis dépité honnêtement, mais bon, de toute manière, il n'y avait pas beaucoup de points à aller chercher, mais là, c'est sûr qu'on ira en chercher aucun en étant blessé. Et le drame continue en course principale, comme je vous l'ai dit. À peine l'entame du premier virage, Marco Bezzecchi vient faucher Fabio Quartararo. Miraculeusement, pas de chute, donc pas de blessure, mais il repartira bon dernier. Et la course est complètement détruite pour Fabio Quartararo qui va essayer de remonter petit à petit. Jack Miller, Alex Rins, c'était compliqué, dégradation du pneu arrière, rythme général, la moto ne proposait pas énormément de stabilité, que ce soit en entrée ou même dans les virages. Et en sortie de virage, on le sait, la Yamaha a toujours eu des difficultés durant ces dernières années, et là, ça n'a pas manqué. Donc voilà, résultat plutôt décevant du côté de chez Yamaha, dû à pas mal de facteurs aggravant en fait chaque point, le départ, les chutes, les blessures. Mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? J'ai l'impression qu'il y a un peu de positif quand même avec les entrées en Q2 direct, les performances qui ont l'air d'être plutôt pas mal, parfois en course sprint ou en course principale. On peut voir du rythme, je pense que ça va surtout dépendre aussi des circuits et des conditions. Enfin bref, passons à KTM. Et alors là, chez KTM, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Je suis dégoûté, je suis dépité. Vous le savez ou vous ne le savez pas, peut-être. Je suis fan de KTM, je suis fan de Pedro Acosta, je suis fan de Miguel Oliveira. On en a déjà parlé. Mais donc vous voyez, j'ai passé quand même un week-end pas très agréable au niveau du Grand Prix d'Argentine. KTM, par où commencer? Commençons par Tech 3. Commençons par Tech 3 et j'ai pas envie d'en parler parce que là, pour le coup, Tech 3, c'est même pas la honte. C'est le désespoir. J'ai l'impression qu'on est déjà dans le néant alors qu'on est à la 2e course de la saison, de cette saison 2025. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Vignales, en début de saison dernière, enfin en début de saison et l'année dernière, il nous disait que la KTM c'était plus adapté à son style de pilotage. Je n'y ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru parce que la KTM il est adapté à quasiment aucun style de pilotage, je pense. Et Vignales se retrouve bon dernier. Donc j'ai l'impression que mon analyse était plutôt bonne, même si je n'ai pas tout le temps raison. Enea Bastianini, j'avais des doutes sur sa capacité à s'adapter à cette moto après avoir connu la GP24 qui était quand même la meilleure moto de l'histoire. Les doutes sont toujours présents. Honnêtement, Bastianini a fait un bon week-end en Thaïlande pour la découverte et pour la course principale, mais là c'est une catastrophe. Les pilotes n'y arrivent juste pas. On rappelle, la KTM c'est une moto avec comme point fort l'aérodynamique, peut-être pourquoi pas dans certains aspects, notamment en stabilité, au freinage et encore que cette année j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le cas. C'est le moteur, un super moteur, peut-être même meilleur que celui de la Ducati, mais dans tous les cas il est difficile à exploiter parce qu'il y a un tas de points négatifs autour. Donc déjà, sur les phases de freinage, la moto qui plonge énormément et qui vient mettre énormément de contraintes sur l'avant et on peut vite perdre l'avant comme Pedro Acosta en Thaïlande ou comme Binder, Miller l'année dernière sur pas mal de circuits. On a une moto qui a très peu de grip à l'arrière malgré le fait que le moteur et l'électronique soient vraiment bons normalement, mais là le grip à l'arrière n'est pas du tout présent. On a une moto qui n'a absolument aucun grip sur l'angle. Dès que vous mettez un petit peu d'angle, c'est impossible d'ouvrir les gaz et il ne faut pas trop en faire sur la moto. Donc vous voyez, c'est une moto qui est quand même très difficile à conduire et on le voit, la performance
vient quand on tord la moto. On a des Brad Binder, on a des Pedro Acosta qui utilisent des méthodes de la glisse énormément pour Binder en entrée de virage pour essayer d'arrêter la moto. On a des Pedro Acosta qui viennent complètement casser les trajectoires habituelles avec des trajectoires en V où on fait tomber, où on fait tourner la moto au milieu du virage pour essayer d'utiliser le moins possible la moto sur l'angle. Donc vous voyez, on est obligé de se tordre en deux en tant que pilote et de tordre la moto en deux pour la faire fonctionner. Et vous voyez les résultats que ça donne. Et si en plus vous ajoutez avec ça la dégradation des pneus qui est absolument scandaleuse, et bien vous obtenez des résultats plutôt moyens avec des Brad Binder et des Pedro Acosta qui font absolument tout pour réussir à obtenir des points. Mais bon, 7e, 8e, est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche quand on a une pépite comme Pedro Acosta, quand on a un pilote qui est censé jouer à partir de maintenant le championnat du monde comme Brad Binder avec toute son expérience et toutes ses qualités de pilote? Non, je ne pense pas. Donc voilà, c'est un petit peu la honte et c'est encore plus la honte quand on remet dans le contexte, quand on va parler des Ducati VR46 juste après, mais ce n'est pas le sujet. Donc Pedro Acosta qui tente un début de course un peu plus soigné, un peu moins agressif, j'ai envie de vous dire, un peu plus en gestion. Malheureusement, il y a de la bataille avec Ogura, Juan Mir, on est obligé de pousser un peu les pneus, on est obligé d'utiliser de la gomme et de l'effort pour essayer de rester dans le peloton. Et on a Brad Binder, c'est la même chose devant, qui lui est parti avec une strat un peu plus agressive. Et après la dégradation des pneus, la KTM, c'est compliqué de suivre les Ducati. Donc voilà, Brad Binder et Pedro Acosta, c'est pas si mal, on limite la casse, mais on est très clairement beaucoup trop loin des objectifs fixés en 2023-2024 quand la moto commençait à être performante et quand on pensait à l'évolution possible de KTM. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez du cas KTM, notamment du cas Tech 3 qui est c'est une catastrophe. Donc on passe à Honda parce que ça, c'est la bonne surprise. Deuxième du BRK, deuxième du championnat constructeur MotoGP. Bravo Honda, je ne sais pas quand est-ce que c'était arrivé pour la dernière fois, mais en tout cas aujourd'hui, c'est le cas. Donc on va remettre un peu les pendules à l'heure et voir ce qui s'est passé parce que depuis le début de la vidéo, on est plutôt négatif. On révèle un petit peu tous les points mauvais chez chaque constructeur, chez les motos, chez les pilotes. Mais alors là, il y a beaucoup de positifs dans tous les sens du terme chez Honda. Donc on va commencer. On a un Sam Chantra un peu en difficulté sur tout le week-end qui continue d'apprendre et honnêtement, je trouve que c'est pas si mauvais, même si on voit que la performance n'est clairement pas là pour le pilote pour le moment. Mais j'ai l'impression que c'est positif et c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais au départ. Donc bravo Sam Chantra, c'est des débuts plutôt pas terribles, mais pas mauvais non plus. Après on a Marini. On a Marini dans la difficulté comme d'habitude, notamment en début de week-end. Il faut se faire à la moto, il faut se faire un circuit où on n'est pas venu depuis longtemps, où Marini n'a pas roulé énormément en MotoGP ces dernières années. Donc, il faut se faire au circuit, il faut se faire à la moto. Et jusqu'à dimanche, voilà, on était sur un Marini, on va dire standard, même si c'était peut-être un petit peu mieux que d'habitude. Et alors dimanche, au milieu de la course, Luca Marini qui nous sort des chronos identiques au pilote de devant, donc qui jouait le top 5. Alors là, franchement, bravo Marini. Alors, il va falloir faire ça sur toute la course à partir de maintenant. Il va aussi falloir mieux se qualifier, il va falloir faire de meilleures courses sprint. Mais j'ai vu du positif. Premier top 10, je crois, pour Luca Marini dans toute sa carrière chez Honda. Donc voilà, il y a du positif, ça évolue, la moto évolue et les pilotes évoluent avec. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il faut le souligner parce que Luca Marini, je suis beaucoup tombé dessus l'année dernière avec les résultats qu'il nous a fournis. Cette année, ça commence beaucoup mieux avec déjà un top 10 dès la deuxième course. Donc, il faut aussi savoir souligner quand ça va bien chez Juan Mir. Alors là, chez Juan Mir, c'est pareil. Quand ça va bien, il faut le souligner. Et ça va bien. J'étais très déçu en Thaïlande. Une chute encore une fois. Il y avait des circonstances atténuantes, certes, mais une chute encore une fois. Alors que là, oui, on va finir dernier de ce groupe pour le top 5, pour le top 4 à peu près. Oui, on va finir dernier de cette bataille face à Acosta, Binder, DJ Antonio, Morbidelli. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça qu'on lui reproche? La Honda, ce week-end, c'était une bonne moto, une très bonne moto, mais il y avait quand même des points faibles, et notamment au niveau du moteur, que ce soit en sortie de virage jusqu'à la vitesse maximale. Le moteur, la puissance chez Honda, c'est vraiment ce qu'il manquait. Donc voilà, on l'a vu, de toute manière, les Ducati et les KTM n'avaient même pas besoin de l'aspiration pour aller chercher les Honda en ligne droite. Et en Argentine, on a une ligne droite où on va quasiment atteindre des 350 km/h. C'est nécessaire d'avoir un bon moteur, de pouvoir performer dans le secteur 2.
Donc voilà, chez Honda, c'était le petit point faible et on l'a vu notamment avec Johann Zarco, avec Juan Mir aussi dans la bataille. C'était compliqué de rivaliser avec les autres, même avec la Aprilia d'ailleurs. Mais un grand bravo à Juan Mir qui va chercher des points, qui va chercher une belle qualification, qui va chercher… Voilà, on est encore dans le milieu du paquet, mais on voit que Juan Mir a les compétences et sur certains circuits aura les compétences d'aller chercher, pourquoi pas, comme son équipier, des top 5, voire peut-être même en fin de saison, des podiums si jamais la Honda vient à évoluer dans le bon sens du terme. Et alors là, parlons du génie, la classe, la performance, la vitesse. Johann Zarco, bravo. Honnêtement, je n'ai rien d'autre à dire que bravo. Alors oui, on peut être déçu. Premièrement, on a cette première ligne, on se qualifie en 3e position. Là, il n'y a aucune déception à avoir. Il a dit son tour en Q2 était déjà quasi parfait. On pouvait difficilement aller chercher mieux. Il n'a jamais pu l'améliorer. Donc ça, exceptionnel. La course sprint, on le savait. En plus, on n'est pas hyper bien placé lors de cette 3e position. On est à l'intérieur, le freinage va être compliqué. On va pouvoir moins prendre de vitesse que les autres pilotes qui arrivent de l'extérieur et qui vont bien pouvoir s'emmener l'entrée de virage. Et en plus, les départs de Johann Zarco, que ce soit avec une KTM, avec une Yamaha, avec une Ducati ou avec une Honda, ça a toujours été compliqué, ça a toujours été un point faible. Et même en 3e position avec cette Honda LCR, ça ne fait pas défaut à Johann Zarco. Et malheureusement, les départs sont toujours difficiles. Bon voilà, top 4, certes on rate le podium, mais moi je retiens le fait qu'on puisse jouer aux côtés de Francesco Bagnaia en MotoGP actuellement chez Honda avec un super Johann Zarco. Et puis la course, bon la course forcément il y a eu cette dégradation du pneu arrière, il y a eu la vitesse des Ducati. Donc voilà, encore une fois, un top 6 pardon, c'est déjà assez exceptionnel pour Johann Zarco. Donc franchement un très grand bravo. Et on peut viser des top 5 à partir de maintenant. C'est pas complètement fou de le dire. Alors peut-être pas à chaque course, mais au moins le top 10, le sécuriser pour une, voire deux Honda, ça peut vraiment être un objectif atteignable parce que là aujourd'hui on a 3 Honda dans le top 10. Donc franchement, un grand bravo à Honda, un grand bravo à LCR et Johann Zarco parce que les performances nous font rêver actuellement. Et passons à Ducati. Chez Ducati, leur objectif, c'est d'éteindre absolument les rêves de tout le monde, sauf si on est fan de Ducati. Pour le coup, on est en train de rêver. La première course, déjà, je m'étais dit, oh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, 4 Ducati aux 4 premières places lors de la première course, avec 2 Ducati de moins, avec une moto qui était peut-être un peu moins performante, avec les autres constructeurs qui ont évolué. Il y a des GP24, il y a des GP25 qui est d'une légère évolution de la GP24. Je me suis dit, la moto n'a pas beaucoup progressé non plus. Les autres constructeurs ont bougé. Top 4, ouah, c'est lourd. C'est lourd honnêtement. Top 5. Bon bah voilà, au moins c'est réglé. Ducati qui fait un top 5. Fabio Di Giannantonio qui est déjà habitué à la GP25. Qu'est ce qui se passe? Bon, premièrement, Ferminal de guerre, hop, poubelle, on blesse Oliveira. Non, je rigole. Ferminal de guerre, les débuts sont quand même beaucoup plus poussifs que chez Ayogura. Pourtant, on a la GP24. Attention, attention Fermine, on garde un œil là-dessus. Après, par contre, les autres, les 5 autres pilotes chez Ducati, ah ouais. Ah ouais, ça roule, mais ça roule sévère. Parlons de la VR46 premièrement. La VR46, c'est Franco Morbidelli qui connaît déjà très bien la GP24 et qui s'en sort merveilleusement bien. Un super rythme, de bons dépassements. On a vraiment de l'agressivité chez Morbidelli, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Les dépassements, c'est très limite souvent. On va chercher, il y a du contact avec Brad Binder notamment qui le fait tomber en course sprint. Donc voilà, moi j'étais pas très content, je pensais que ça valait peut-être un peu plus que ça. Mais bon, je me dis c'est un fait de course, c'est déjà arrivé auparavant. Donc les deux pilotes ne se voient pas pendant la course sprint. Dans le virage là, dans le virage à droite, les deux pilotes regardent au loin, ne se voient pas. Petit contact sur Brad Binder, Morbidelli qui le fait tomber. Bon, c'est juste que ça arrive très souvent avec Morbidelli, c'est pour ça, attention à ça. Mais c'est un pilote agressif, très différent je trouve de ce qu'il était chez Yamaha, notamment chez Yamaha Petronas. Donc c'est intéressant, le rythme était très bon. Un grand bravo à Franco Morbidelli qui partait avec le pneu soft à l'arrière. Et c'est là où j'ai trouvé ça complètement fou, c'est que Morbidelli met une vitesse à Francesco Bagnaia avec le pneu soft à l'arrière. C'est là où je disais que c'était la honte chez KTM, c'est que Morbidelli et Fabio Di Giannantonio mettent une vitesse à absolument tous les autres constructeurs avec un pneu soft à l'arrière sur un circuit qui dégradait énormément le pneu arrière. Donc franchement, les deux pilotes VR46, le setup et la gestion de course, un énorme bravo. Plus la moto aussi qui va faire la différence, bien sûr, mais ce n'est pas tout, parce qu'on l'a vu les autres, par exemple Francesco Bagnaia, Alex Marquez, on a vu de la dégradation, on a vu de la difficulté en fin de course. Donc,
Franchement, un énorme bravo et Fabio Di Giannantonio aussi, je vais dire bravo, je vais dire mes salutations, je tire mon chapeau parce que, on le rappelle, c'est un pilote qui n'a pas eu de tests hivernaux, c'est un pilote qui a juste une course dans les pattes en MotoGP en 2025 et voilà, directement top 5 de la gestion des dépassements de la bataille. Honnêtement, il a tout eu dans cette course, c'est une remontada, c'est une démontada des autres constructeurs. Alors là, les pilotes VR46, un grand bravo et ça se termine sur un podium et un top 5. On vient fermer le top 5 Ducati. Chez Ducati, Gresini, on a Ferdinand de Guerre, mais on a surtout Alex Marquez. Je ne sais pas quoi dire. C'est le pilote qui m'impressionne le plus en ce début de saison. Oui, il y a la GP24, mais la GP24 révèle Alex Marquez et Alex Marquez révèle la GP24. Honnêtement, les performances sont éblouissantes, sont stratosphériques. On est sur 4 deuxième places en 4 courses. Voilà, très très solide Alex Marquez. C'est difficile d'en parler parce que tout est bon, tout est parfait. C'est juste qu'au-dessus de lui, il y a Marc Marquez qui fait la même chose, sauf que lui, il est 8 fois champion du monde, il a le talent qu'on lui connaît et il est capable d'aller chercher ce petit quelque chose en plus. Francesco Bagnaia, qui disait avoir trouvé quelque chose pour ne plus se contenter d'une 3e place, eh bien oui, il a peut-être trouvé quelque chose, il ne se contente plus d'une 3e place, c'est une 4e place actuellement, même pas sur le podium Pecco, va falloir se réveiller. Ça parle de la GP24, ça parle d'un retour de Bagnaia sur la moto de l'année dernière, ça parle. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on va voir ce que ça donne parce que la Bagnaia, ce n'est pas catastrophique en soi. C'est juste qu'en fait, quand on compare aux autres qui finissent tout le temps 1 et 2, bah oui, ça fait mal de ne même plus réussir à finir 3e et de se faire battre par un pilote qui a mis un pneu soft à l'arrière. Mais ce n'est pas le sujet. Bagnaia compliqué. Dites-moi ce que vous pensez de son cas actuellement. Et Marc Marquez. Bon, Marc Marquez. Il est en train d'égaler des records, 90e victoire en Grand Prix. Est-ce qu'il va se rapprocher de Valentino Rossi? Est-ce qu'il va dépasser Valentino Rossi? Premier pilote à gagner 2 courses en début de saison depuis Maverick Viñales en 2017 ou quelque chose comme ça si je ne dis pas de bêtises. Premier pilote de l'histoire de Ducati à gagner les 2 premières courses. Donc voilà, Marquez est reparti sur un rythme pour écrire l'histoire. On a l'impression d'être de retour en 2013-2014. On a un Marc Marquez qui arrive, qui va gagner les 10 premières courses de la saison. En 2018-2019, qui va gagner une course sur 2 et qui va faire 2e à l'autre. Voilà, on est sur ce Marc Marquez là. C'est impressionnant, c'est époustouflant. Il n'y a absolument rien à dire. La performance est exceptionnelle du côté des frères Marquez, mais surtout de Marc, qui a parfaitement, encore une fois, géré sa course. Dans le tour 15, dans le virage numéro 11, je pense qu'il s'est un petit peu fait surprendre avec la température des pneus, l'usure des pneus. Et on l'a vu pousser, c'était pas facile non plus. Mais quand même, on a vu notamment en fin de course, le rythme était vraiment supérieur à tout le monde. Un grand bravo à Marc Marquez, qui a eu quand même plus de difficultés cette fois-ci qu'à Chang pour gagner la course, même si on voit qu'il est encore un petit cran au-dessus. Passons à la Moto 2, Moto 3. Moto 2, Moto 3, et bien en Moto 2, bravo Jack Dixon, lui qui pensait avoir besoin de 5-6 courses pour s'adapter au châssis Bosco-Scuro. Voilà, deuxième course, victoire et alors en totale maîtrise. Par contre, la Moto 2, c'était sympa. Alors, on a eu quelques moments de flottement, mais on a eu de la bataille, on a eu beaucoup de contacts en Moto 2, notamment pour cette 3e, 5e position. Franchement, ça s'est bien battu, c'était beau, il y avait du contact, on a sorti les coudes. Bravo à Celestino Vietti aussi qui change de châssis et qui vient directement prendre son podium dès sa 2e course. Bravo à Gonzalez qui fait un super début de saison. Donc voilà, la Moto 2, c'était assez intéressant. Pas mal de contacts, pas mal de batailles dans cette catégorie. Et puis ça évolue. Là où je suis dégoûté, c'est que Sergio Garcia est toujours blessé, même si c'est le pilote, car c'est le pilote que j'attendais le plus cette année, avec David Alonso qui est en grande difficulté pour le moment. Il y a eu des blessures, il y a l'adaptation avec la Moto 2. On va voir, je pense que ce n'est pas totalement perdu, hein. Alonso va s'adapter, mais il va falloir un petit peu plus de temps que prévu, peut-être en fin de saison, voir de bonnes choses. Et en Moto 3, alors en Moto 3, c'est comme d'habitude, allez voir la course, allez absolument voir la course, on se régale en catégorie Moto 3. Dans le dernier virage, il y a un pilote qui sort à 3 de front, le contact, on vient s'appuyer sur Rueda pour Angel Piqueras, Fernandez qui prend le podium. Enfin bref, il y a du contact dans tous les sens, il y a du drama. Je suis dégoûté pour Perronet qui allait faire un bon résultat. Dans tous les cas, allez voir ça. Un grand bravo à Piqueras qui revient avec sa KTM, qui arrive avec sa KTM vu que ce n'est que sa 2e course avec la KTM. Bravo à Rueda qui fait un excellent début de saison. Et puis voilà, merci pour la bataille parce qu'on se régale à chaque fois en Moto 3. Il faut le dire,
Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a fini cette analyse du Grand Prix d'Argentine. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, que ce soit en MotoGP, en Moto2, en Moto3. Dites-moi vos retours, ce que vous avez pensé du week-end de Grand Prix. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être aux États-Unis. Je ne sais pas, c'était Théo. Ciao, ciao.